Et quoi qu'on dise, on ne voulait pas que je le dise, mais quand on a une fratrie, il y a toujours une préférée. Non, je déteste le mot potomitan. Pourquoi? Parce que potomitan, c'est un carcan pour moi. Dans le sport collectif, tu peux toujours dire que c'est pas de ta faute. Ouais. Mais sport individuel, C'est toi et toi. c'est toi. On ne décide pas de faire un enfant comme ça. On ne fait pas un enfant pour soi. Salut à tous, bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. À jour exceptionnel, mesure exceptionnelle, nous sommes le 31 mai, c'est la fête des mères, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Nous, on a décidé de s'adapter dans ces belles rencontres parce que vous savez qu'on n'a peur de rien, il n'y a aucun sujet tabou et encore moins celui de l'amour. On a décidé de se mettre à l'heure de la fête des mères. J'ai décidé de vous présenter ma toute première belle rencontre, celle qui supplante toutes les autres, qui précède toutes les autres et qui, sans qui rien n'aurait été possible. Donc les belles rencontres, c'est avec ma maman, Gismonde de Centime alias Nanan. Mais d'abord, je vous rappelle quand même de nous aider. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à nous suivre, à laisser des commentaires. Maintenant, je vais prendre un vieil adage que vous connaissez, notamment pour la politique. Votez, faites voter. Partagez, faites partager les belles rencontres de Cédric Centime. L'objectif, c'est que les parcours inspirants de l'archipel puissent rayonner. Nous en avons besoin. Bonjour Nanan. Bonjour Chaton. Dans ces belles rencontres, Chaton, on ne va pas commencer avec ça. Bon, dans ces belles parce qu'après, ça va rester une habitude. Voilà, bon, on va faire comme si on n'a pas entendu. On a entendu. Bon, alors, dans ces belles rencontres, Oui. Je sais que c'est pas ton truc, mais on a quand même un rituel. C'est que l'invité, parce que j'ai créé un jeu qui s'appelle Equilibrium, que vous connaissez maintenant. Si vous voulez l'acquérir, bon, on est en rupture en ce moment, mais les commandes vont bientôt arriver. Donc, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un message, contact@lesbellesrencontresdecc.fr. Donc, il y a un rituel dans ce podcast. L'invité tire une carte, choisit une carte, bat le jeu comme il veut. Et tu choisis une carte, n'importe quelle carte, tu la mets à côté de toi, sans regarder quelle carte tu as tirée. Et à la fin du jeu, de l'émission, on va décortiquer cette carte. Bon, alors je l'ai dit, c'est une émission assez spéciale pour moi, parce que bon, voilà, c'est pas tous les jours qu'on reçoit sa maman dans une émission, et encore moins moi. On est en pleine fête des mères et on parle souvent chaque année à cette occasion, on met les mamans en avant, on fait des choses, on leur offre des fleurs, maman je t'aime et patati et patata. Moi qui suis un homme, j'aurais jamais ce plaisir, je suis papa, mais c'est quoi être maman? Très belle question. Et être maman, c'est être présente et accepter, juger correctement tout et être très 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 proche de ses enfants. Et moi je dis tous les jours que je suis une maman lionne, une maman poule, une maman musulmane, et ce qui veut dire que... Tu as dit quoi une maman musulmane? Eh ben, c'est une maman qui aime beaucoup ses enfants. Attends, les mamans catholiques n'aiment pas leurs enfants là? Je suis une catholique. Je suis une catholique. Moi, j'admets que je suis une catholique. Je suis une mère caraïbe, je suis une mère guadeloupéenne, je suis une mère antillaise. Mais je suis une mère particulière parce que je n'aime pas tellement dire ça, mais j'adore mes enfants. Et en général, le mot adorer, je le laisse pour Dieu. Mais aujourd'hui, je lui dis pardonnez-moi Seigneur, mais j'adore mes enfants. Mais maman, est-ce que... alors j'ai envie de dire, on devient maman à quel moment? Est-ce qu'on devient maman quand on sait qu'on est au moment de la grossesse? Est-ce que ça s'apprend à être maman? Est-ce que c'est un sentiment qu'on vit? Est-ce que... parce qu'il y a des mamans, comme d'ailleurs pour les papas, il y a des géniteurs, il y a des mamans qui sont peut-être moins proches de leurs enfants, mais à quel moment on sait qu'on est maman? Moi, toujours voulu être maman. J'ai voulu être maman parce que j'avais des défis. J'avais des choses à prouver. Et j'ai eu beaucoup de douleurs. Et je savais que si on met un enfant en situation, cet enfant-là doit réussir. Et moi-même, avant de savoir que j'allais être maman, j'avais promis à mes enfants de tout faire pour qu'ils soient heureux, équilibrés. Et dans une famille, dans leur famille.
Parce que si je vous dis ça, si je te dis ça, c'est pas, tu le sais. Moi, je suis une enfant naturelle. Je n'ai pas été élevée par mon père. Je n'ai rien à dire de mon beau-père qui m'aimait. Mais mon père m'a toujours manqué. Enfant naturel, c'est la seule enfant ne doit pas être ta maman. Oui, je suis une enfant. Je ne suis pas une enfant légitime. Mes parents ne se sont pas mariés. Vous êtes des enfants légitimes. Mais si je suis une enfant, je suis à la limite une erreur de jeunesse. Je dis que je suis une erreur de jeunesse. Et quoi qu'on dise, on souffre beaucoup dans cette situation. Ouais. On n'a pratiquement pas... Les enfants de maintenant ont des droits, mais on n'a pratiquement pas de droits. À l'époque, quoi. Oui, on n'a pas de droits. Et la seule chance que j'ai eue dans cette situation, c'est que mon père m'a reconnu. Mais si mon père ne m'avait pas reconnu, ça aurait été encore plus pénible. Ouais. Et ça, c'est en... Bon, attends, je sais que c'est un épisode marquant, oui, c'est difficile, il a fallu se forger là-dessus. Mais c'est quoi le plus difficile pour une maman? C'est quoi le plus difficile d'être une maman? Parce que, comme je le dis, moi je ne saurais jamais c'est quoi le plus difficile d'une maman. Je suis un homme, je ne saurais. C'est quoi le plus difficile? Moi, je ne sais pas. Je ne me suis pas trouvée dans des situations où c'était difficile. Mais je pense que le plus difficile pour une maman, c'est d'être juste. Juste, c'est-à-dire que d'être impartial. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Mais des gens que j'ai côtoyés, quand par exemple on a une fratrie, je pense que c'est difficile. Ouais. Mais moi j'ai toujours dit que je n'aurais pas eu de fratrie. Hein. Parce que dans les fratries on trouve des clans. Et quoi qu'on dise, on ne voulait pas que je le dise, mais quand on a une fratrie, il y a toujours une préférée. Ouais. Il y a toujours une préférée. Et tu le sens. Mais quand tu dis une fratrie... 9, 8, 10. Ah d'accord, ok. C'est, ouais, 8, 9, 10 enfants. Ouais, donc oui. pas trop, d'accord. Donc non, deux, ça suffit. Non. Et à la limite, 2, ça suffit. 3, à la limite. Ouais. Mais parce que quand on a une fratrie, on peut faire ce qu'on veut, il y aura des clans. C'est forcé. Mais vous ne pouvez pas avoir de clan, toi, vous êtes 2. Ouais. Vous êtes 2. Vous êtes obligés de vous entendre. Ouais. Mais quand il y a, par exemple, il y a 2 garçons, 2 filles, si les filles décident qu'ils se mettent comme ça là, il y aura conflit. Il y aura conflit. Et au niveau de l'éducation, parce que je pense qu'on devient parent, on apprend à être parent, est-ce que l'éducation que toi tu donnes à tes enfants au moment où tu es jeune maman, c'est juste un copier-coller de ce que tu as reçu ou tu es obligé d'adapter déjà pour le premier et ensuite adapter pour le deuxième? J'ai amélioré. J'ai toujours dit que l'éducation que j'ai reçue, je reconnais qu'il y a des choses qui ont été trop dures, vraiment parce que moi j'ai été élevée dans, quand je le dis, les gens ne me comprennent pas, dans une dictature à l'intérieur d'une république. Ok. D'accord? D'accord. Et ça, c'est pas évident. Donc, et j'ai toujours dit, et j'ai promis à mes enfants d'avoir une famille, d'être juste et de ne pas les faire souffrir. Mais on ne devient pas maman comme ça. Hein. Il faut vouloir être maman. Et quand on veut être maman, qu'on devient maman, on est obligé de s'adapter et d'être une maman. Mais si on devient une maman, je suppose que si on devient maman par accident, c'est difficile. Ouais, donc je suppose que c'est dur pour une femme de devenir maman. Mais justement, la grossesse pour une maman, c'est quand même... Il y en a qui vous disent que c'est une belle chose, mais le corps change. On a des nausées, des choses comme ça. C'est quand même un état très compliqué, ça. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Surtout pour le pour certaines mamans, parce que d'autres vivent ça bien. Il y en a d'autres. J'ai vu des gens bien épanouis pendant la grossesse. Mais si je prends exemple sur moi, ça a été un calvaire pas possible, ma grossesse. C'était dur. C'était très, très dur parce que le problème qui s'est posé, c'est que mon corps a refusé l'enfant. Ça, c'est lequel? C'est Johan? Oui, non, je sais pas quoi. Non, moi, ça a été ça. Voilà, ça a été pour moi. Voilà. Mon corps refusait l'enfant. Et j'ai fait, à un moment donné, parce que je vomissais beaucoup, je cachais, je ne mangeais pas. Et on a été obligé de m'hospitaliser. J'étais hospitalisé, j'étais sous sérum.
Et à un moment, je n'avais jamais oublié, un jour, le médecin, c'était le docteur Ali. Il vient, il me dit, Madame Santime, je peux vous parler? Je lui dis oui. Il me dit, vous aurez un choix à faire. Parce que votre bébé ne veut pas rester dans l'utérus, il veut sortir de l'utérus pour se mettre. Il m'a raconté une connerie. Moi, je considère que c'est une connerie qu'il m'a racontée. Donc, et je lui ai dit, vous proposez quoi? Il m'a dit, ou vous gardez l'enfant, vous mourrez à l'accouchement. Ah, carrément. C'est ce que me raconte. Ou vous gardez l'enfant et ou vous mourrez ou l'enfant, mais on ne sait pas au juste. On dit, docteur, c'est très simple de mourir. Non, nous allons mourir tous les deux, il n'y aura pas de problème, parce que moi, personnellement, je ne fais pas d'avortement, je garde ma grossesse. Alors, il m'a dit, c'est votre choix, et est-ce que j'en parle à votre mari? Il dit, mon mari n'est pas enceinte, hein, c'est moi qui suis enceinte. Je vous ai dit que je garde mon enfant, quelle que soit la situation. Si je dois mourir, je vais mourir. Et je ne suis pas morte. Très bien. Il est là. Mais il est né avec 1 mois d'avance. Et l'accouchement, à l'époque, c'était quoi? Tu as eu péridurale ou pas? Oh non. Ah ouais, c'était pas de péridurale? Il n'y avait pas péridurale. Ça n'existait pas? Non, je ne sais pas si ça existait, mais ça n'avait pas bonne presse. Ok. Donc, j'ai accouché normalement. Voie naturelle. Mais okay. Contrairement à ce qu'on puisse croire, autant ma grossesse c'est un cauchemar, autant j'ai accouché, j'étais là déjà, un peu j'étais bête, hein, même si j'étais enseignante, mais je perdais les os, je ne savais même pas que je perdais les os, parce que je me souviens à l'époque, un matin, ma mère arrive, très tôt à 6 h du matin, et elle me dit, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé de ton bébé. Je lui ai dit, ah oui, mais maman, je ne fais que faire pipi sur moi. Elle m'a dit, tu veux pas pipi? Tu perds les os. Et du coup, comme ton papa était allé au travail, on était allé le chercher. Et on m'a ramené à la clinique, c'était à la polyclinique. Et je suis arrivée. Et quand j'étais en bas, j'ai eu une contraction. J'ai couru, je suis montée. Et quand je suis arrivée, je ne vais jamais oublier, c'est la sage-femme. Elle m'a dit, madame, vous montez, vous couchez vous allez accoucher. Moi, je ne connais rien, je ne sais rien, je ne sais absolument rien. Et pendant que je suis couchée sur la table d'accouchement, j'ai eu envie d'aller faire pipi. Donc je suis sortie de la chambre, je me trimballe dans le couloir, et Jean-Marie, j'entends la sage-femme qui dit, qu'est-ce que vous foutez dans le couloir? Je dis, mais j'ai envie de faire pipi. Il dit, oui, vous avez fait pipi, le bébé qui arrive. Foutez-vous sur la table d'accouchement. Ouais. Je suis montée sur la table d'accouchement, c'était le bébé qui arrivait. C'était Yohan, ça? C'était Yohan. Ouais. Et deuxième grossesse, pareil? Non, deuxième grossesse, c'est les 3 premiers mois. Ouais. Ça n'allait pas. Et j'ai eu la chance. Mais c'était au niveau de l'habitude? Non, c'était pas la même chose. C'est pas pareil, c'était 2 choses différentes? 2 grossesses différentes. C'est ça. Et déjà, et quand j'attendais Yohan, je ne pouvais pas supporter votre papa. Ah ouais? Non, je ne pouvais pas le supporter. Ah ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire que pour moi, il avait toujours une odeur de sueur, il avait un problème. Alors, le pauvre, il partait et il rentrait, puisque tu ne peux pas le supporter, tu ne parles pas. Ouais. Et je lui dis, mais c'est fou ça, tu rentres, tu ne me parles même pas. Ouais, donc il n'est pas là, c'est un problème, il est là, c'est un problème. Bon. Et quand il rentre, le pauvre, il te dit, comment vas-tu? Mais je ne t'ai pas parlé, tu ne vas pas me parler. Il ne faut pas me parler. Non, je ne vais pas parler. Ça a été ça. Et ta grossesse, c'est pas pareil. Déjà, ta grossesse est arrivée quand j'ai découvert que je suis enceinte. Déjà, j'ai fait une erreur le jour de mon anniversaire. J'ai dit, purée, j'ai fait une erreur. Et après, quand j'ai constaté que je suis enceinte, il m'a trouvé couché dans un petit coin, là, assis dans un petit coin. Je lui dis, je suis enceinte. Et je pleure. Parce que j'ai peur, parce que je me souviens de la première grossesse. Il me dit, mais non, ce ne sera pas pareil. C'est pas grave, on garde. J'ai dit, bon, on garde. 3 mois, j'ai trouvé quelqu'un, quand même une collègue, que je commençais déjà à cracher, qui m'a dit, bois de l'eau de Vichy. Et au lieu de boire l'eau du robinet, je buvais l'eau de Vichy. Après 3 mois, les crachats c'était terminé, puis c'était l'épanouissement, j'étais bien, j'étais très très bien, mais l'accouchement c'était pas pareil. C'était difficile? C'était beaucoup plus difficile parce que toi tu voulais pas sortir. Ah. Autant Yohan voulait sortir, mais toi tu ne voulais pas. Ok. Tu ne voulais pas sortir du tout. Je suis sur la table d'accouchement. Tu arrives, tu rentres.
Et c'est la 3e fois que j'ai entendu la chef dire, mais putain, il va pas s'étouffer là. Et elle t'a tenu et elle t'a tiré. Ouais. Et ça, c'est pour, phase de grossesse et tout. Éducation, ça commence quand on a des bébés en bas âge. On découvre ça, on est maman, on se dit comment je vais gérer. Ou est-ce que le fait que tu avais beaucoup de frères et sœurs, ça t'a aidé ou pas du tout? J'ai élevé mes 8 frères et sœurs. Donc j'avais déjà une idée. J'avais des bases. Je savais comment faire. Est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il y a une chose qui est très simple, qui était très très simple. Je disais toujours, un bébé pleure dans son berceau. Il ne voit personne. Il pleure. Dès qu'il n'entend les pas, il arrête de pleurer. Donc c'est qu'il comprend. Mais non, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là parce que j'étais déjà prête à ça. Mais pour quelqu'un qui, c'est la première fois, c'est pas évident. Ouais. Il faut de l'accompagnement. Il faut être accompagné. Il faut être accompagné parce que, vous savez, c'est un tsunami dans votre vie. Hein? Ce tsunami, la grossesse, c'est déjà un tsunami dans votre corps. Et l'enfant, c'est un tsunami dans votre vie. Parce que vous devez vous adapter, vous avez votre vie vous êtes une maman, mais vous avez un époux. Ouais. Il faut concilier les deux. Ouais. C'est pas évident. Et en tant que maman, on n'est plus attiré par son bébé. Ok. Oui, on n'est plus attiré par son bébé, on oublie presque le papa. Hein? Ouais. On oublie presque le papa. Parce que je me souviens qu'il y a une dame qui était venue, quand j'avais jamais oublié. J'avais accouché de Yohan, m'avait dit attention, quand vous avez un bébé, vous oubliez le papa. Ouais. Donc, comme j'écoute, l'écoute a été développée chez moi avec ma maman. L'écoute est très très développée. Et l'observation. Donc j'ai écouté, et puis j'ai suivi des conseils, puis c'est allé. Et alors moi, ce qui m'a choqué, je trouve ça difficile, c'est la première séparation. Comment on vit ça? Parce qu'il faut aller travailler à un moment donné. C'est dur, c'est très très dur. Comment on vit ça en tant que maman? C'est très, très il était où, à la crèche? Il était où Non. Yohan, à l'époque, on avait trouvé quelqu'un pour le garder. Toi, on a trouvé aussi quelqu'un pour le garder. Mais Yohan, lui, il faisait des spasmes de colère. Donc les gens ne pouvaient pas, parce qu'il avait une crise qu'il faisait. Et les gens ne pouvaient plus le regarder. Donc maman l'a pris. Maman l'a pris, mais on le voit le week-end. Ah, tu ne le vois pas quasiment? On ne voit pas de la semaine. C'était dur. C'est très, 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 très dur. Toi, c'était pas pareil. On a trouvé quelqu'un tout près qui gardait. Et qui te gardait, puis on te déposait le matin. Et on te récupérait après le travail. Ah donc, Yohan, c'était... Yohan est resté 3 ans comme ça. Hein? Oui, Yohan est resté 3 ans avec maman. C'est le week-end et les jours de congé. Ok. Donc la semaine, vous ne le voyez pas? On ne le voyait pas. Ou bien le mercredi, même si on allait le voir le mercredi, mais on ne pouvait pas rentrer avec lui. Parce qu'il fallait travailler. Il fallait aller travailler. Ok. Oui. Et on entend souvent, surtout à ton époque, un peu moins maintenant, puisqu'effectivement, les choses évoluent, la femme potomitan. Quand tu entends ça, maman potomitan, ça t'inspire quoi? Du dégoût, modèle, ou ça te laisse totalement indifférente? Non, je déteste le mot potomitan. Pourquoi? Parce qu'un potomitan, c'est un carcan pour moi. Un potomitan, il est au milieu, c'est lui qui tient toute la maison. Ouais. Et ça veut dire quoi, ça? Mais la femme, et le papa? Oui, mais la femme, c'est le socle, quand même. Non, c'est pas le... non, c'est le papa et la maman. C'est-à-dire que, à un moment donné, on a considéré que ça, c'est une qualité de nous dire ça. On était tellement... Les mamans étaient contentes d'entendre ça. Bon, maman, elle est potomitan peut-être pour les parents, pour les familles monoparentales. Mais moi, déjà, le mot potomitan, je ne l'accepte pas. Tu n'aimes pas l'image du poteau qui tient? Non, je n'accepte pas ça. Parce que c'est vous donner toutes les charges. Et c'était ça. Ouais. Et le papa allait travailler, il rentrait, il se douchait, puis il se couchait, il faisait des affaires, vous étiez là avec les enfants. Toi, tu travaillais, toi? Oui, mais à autant on a donné... Moi, j'ai hérité de potomitan. Ouais. Mais ma maman, c'était potomitan. Ouais, elle ne travaillait pas. Quand je dis qu'elle ne travaillait pas, elle était au jardin.
Mais je trouve que ça aussi, c'est dévaloriser une femme. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dévaloriser une femme. Très bien. Et en tant que maman, est-ce que la notion de maman, ça rime avec sacrifice? En ce qui me concerne, oui. Alors, oui, mais je vais expliquer pourquoi. Dans un couple, quand il y a des enfants, on peut me dire ce qu'on veut, il y a un sacrifié. Ah ouais? Quand mon fils est né, quand j'ai rencontré votre père en juillet 1974, et ça c'est un clin d'œil que j'ai fait à certaines personnes, c'est en juillet 1974 que j'ai rencontré votre père, il m'a dit, en fait quand on a commencé à se fréquenter, tu auras un rival. Quand il m'a dit ça, j'ai un rival. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ce sera le football. Là, j'ai compris. Je n'avais pas compris. Je n'ai pas compris du tout. Et c'est après que j'ai compris. Mais c'était vraiment un rival, hein, parce que le football, c'est un cancer. Ah ouais? Le football consomme tout. Ouais. Vie de famille, anniversaire, week-end, tout. Avec ses tentacules, le football prend tout. Donc, si papa s'épanouit dans le football, et maman décide qu'elle est carriériste, elle veut aussi s'épanouir de l'autre côté, les enfants. Comment on fait avec les enfants? Ils n'ont pas demandé à naître. Donc j'ai dû mettre... J'avais envie d'être une carriériste aussi. Mais non, il y avait des enfants. Et je voulais mes enfants. On ne m'a pas imposé des enfants, on ne m'a pas demandé d'enfants. C'est moi qui voulais mes enfants. Donc, j'ai dit, bon, ben Et ça, c'est un modèle qui... C'est pas compatible les deux, que les deux s'épanouissent. Je ne sais pas si les gens réussissent. Si quelqu'un a réussi, oui, je comprends. Mais à mon niveau, à ce moment-là, c'était pas possible. C'est pas possible. C'était pas possible parce que nous étions seuls. Nous étions seuls. Donc c'est un choix qui s'est un peu imposé. Oui, c'est un choix. C'est un choix qui s'est un peu imposé, mais aussi par amour pour mes enfants parce que j'avais un défaut, c'est que je n'avais confiance en personne. Déjà, pour laisser un enfant chez nous, c'était un déchirement. Et puis, quand on revient, on ne sait pas. Hein. Quand un enfant ne sait pas parler, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Quand il commence à parler, tu sais. Mais quand il ne parle pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, d'une part, la progression d'un enfant aussi, tu ne vis pas la progression de ton enfant. Parce que je me souviens, on me disait que il a commencé à tirer à quatre pattes. Tu découvres que l'enfant marche, mais tu ne vois pas le début. Il y a des choses que tu ne vois pas. Donc, moi, en ce qui me concerne, ça a été mon choix. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est un choix un peu imposé quelque part. Oui. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et du coup, donc, le football, le cancer. Mais c'est un cancer. C'est une pieuvre. Hein. Mais c'est pire que la pieuvre, parce que la pieuvre, on peut tuer la pieuvre, mais le football, on ne peut pas. Ouais. On ne peut pas. Parce que... Donc, toi, au fond, même si il y avait le papa qui a inoculé le virus aux enfants, tu n'aimais pas le football. Je ne connaissais pas le football. Mais moi, j'étais contre... Après, quand tu es rentré dedans. J'étais contre... jusqu'à présent, je suis contre tout sport co. Sport collectif. Parce que je me dis que d'un sport collectif, tu peux toujours dire que ce n'est pas de ta faute. Ouais. Mais sport individuel... C'est toi et toi. C'est toi. Alors c'est pourquoi j'ai essayé de vous mettre au judo. Et tout le monde est allé au judo avec moi. Oui, je me rappelle. Et quand le moment est arrivé, on m'a mis devant le fait accompli. Maman, nous voulons faire du football. Ouais. J'ai dit, bon, les gens veulent faire du football. Le papa a pris les pieds. Je prends la tête. Ouais. Et donc tu es rentré dedans. Je suis rentré dedans. Et j'ai dit, bon, je vais m'occuper de la tête parce que... je ne voulais pas que les gens, quand on les interviews, vont me dire le bon là, hein, je vous dis ça. J'aurais mal pris ça. Les gens qui ne savent pas s'exprimer, les gens qui ne savent pas parler, les gens qui ne savent pas expliquer quelque chose. Donc j'ai dit, bon, eh bien,
je prends la tête. Et tant pis pour les pieds. Ok. Et donc ça a été une vie quelque part, passion forcée dans le football aussi. Alors, passion forcée parce que j'ai rencontré le monsieur qui jouait au foot. C'est normal, il joue au foot. Et quand il m'a dit qu'il quitte le football en tant que joueur, j'étais contente. Ouais, c'était pire après. Ouais. Mais 3 jours après, il me raconte, il me dit, bon, j'ai attaqué une carrière d'entraîneur. Je dis, mais putain, mais le football ne me laissera jamais tranquille. Ouais. Et c'est parti. Mais alors, les périodes les plus faciles ou les plus difficiles à vivre, c'était quoi? C'était quand il était joueur ou quand il était entraîneur? Bon, il a été entraîneur plus longtemps peut-être aussi. Entraîneur. C'était plus difficile? C'était plus difficile. Parce qu'il était moins présent? Mais c'est même pas ça. C'est pas la présence. J'étais déjà rodé. J'étais déjà rodé. Parce que même quand j'étais enceinte, s'il avait un match à Bastère, il fallait qu'il porte le matin. Ouais. J'étais seule. Mais ça m'a permis de découvrir l'être humain l'être humain. Une facette de l'être humain que je n'avais pas encore vue. La méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie et la méchanceté. Ouais. Là, c'est... Et c'est pourquoi maintenant, là, je déteste le football. Ah ouais, carrément. Oui, j'aime pas le football. C'est trop de mauvais souvenirs, Non. Trop de souffrance. Trop de déception. Et c'était vécu... En famille. C'était pas... Ouais. En famille. Et nous étions 4 à vivre ça. Et c'était pareil pour la maman? Elle a vécu les mêmes choses que la femme ou... Pour la maman, c'était encore pire parce que j'ai pensé que comme le papa est dedans, les choses auraient été plus faciles. Mais ça a été une autre facette de l'être humain que j'ai découvert encore. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai détesté le football. Parce que quand j'ai vu mes enfants malheureux, Ouais, ça replonge effectivement dans certaines choses. Du coup, puisque là on parle de football, on est déjà quasiment après l'adolescence, on est voilà. Et comment on gère, maman toujours, comment on gère 2 enfants qui sont pas pareils? tu veux que je t'explique vraiment? Ou tu veux que Richie et elle sachent? Bon, Alors, j'ai eu 2 enfants. Ils sont pas pareils. Rien à voir. Rien à voir. Il y a une qui est... L'autre, l'aîné est plus sournois. Hein. C'est pas... Là, et le deuxième est plus naturel. Uh-huh. Mais le problème qui se pose, c'est que le deuxième enfant cherche sa place. Le deuxième enfant a l'impression qu'on préfère l'aîné. Ouais. Et le deuxième enfant veut gérer. Oh. Veut gérer, veut s'épanouir à sa manière. Comme par exemple aller à l'école en Bermuda et des vendeurs. Non, c'est pas non, mais je veux dire un exemple, comme par exemple s'habiller comme on veut, ouais. comme on veut. Bon, l'aîné est déjà plus sournois, il va accepter, mais s'il ne veut pas, mais il va accepter. Mais le cadet dira non, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pas évident. Ok. C'est pas évident. Mais enfin, on arrive. C'est pourquoi je dis que je n'aurais pas pu élever les enfants seuls. Okay. J'ai toujours dit qu'il faut que le papa soit là. Parce qu'à un moment donné, on a vraiment besoin du papa. Ah ouais? Oui, on a besoin de la présence du papa. Mais c'est quoi? C'est maman qui cajole et papa qui sévit? Non, je pense que j'étais plus dur que papa. J'étais une maman, j'avais mes sensibilités. Mais au point de vue rigueur, j'étais plus rigide. Et comme moi, j'avais des ambitions pour mes enfants, je ne veux pas dire que le papa n'en avait pas, mais moi, je savais où je voulais arriver. Ok. Parce que c'est pas la même éducation. Tu avais déjà un plan? Oui, j'avais un plan. C'est pas la même éducation. Parce que mon mari, c'est liberté totale. Et moi, c'est... Faut une liberté totale. Bon, hein? Oui, mais enfin... oui. Pour le Bermuda, il n'y a pas de liberté totale. Non, mais c'est pas... Non, débardeur, c'était pas... C'était pas pareil. Et moi, c'était pas pareil du tout.
Et comme je dis, j'ai amélioré, mais je n'ai pas tout rejeté. Ouais. Donc, à la limite, j'ai toujours dit à mes enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous serez ma revanche sur le monde. Ouais, ça Et vous va l'avez pas. été. Merci. Vous l'êtes. Ah, bon, écoute, Vous l'êtes. j'accueille. Bon, Oui, écoute, ouais, si, vous si- l'êtes. si tu me fais ce compliment, je l'accueille. Oui, vous l'êtes. Pas quoi ça, les deux. Hein. Ah, mais c'est moi qui suis là, donc je, Oui, je oui, prends oui. pour, je prends pour Oui, les deux. oui, Donc en gros, c'est particulier parce que tu dis qu'il faut que le papa soit là. Moi. Mais oui, tu dis qu'il faut que le papa soit là. Donc ça veut dire que, en gros, si je comprends bien, une maman épanouie, c'est forcément, même s'ils vivent pas ensemble, mais forcément, Oui, oui. c'est forcément maman égale tandem. Oui. Vous l'avez fait à deux. Ouais. C'est pas par hasard que vous avez fait les enfants à deux. Donc, il faut deux personnes pour faire un enfant. Et c'est pourquoi je dis que on ne décide pas de faire un enfant comme ça. On ne fait pas un enfant pour soi. En bisant un petit monde. Non! Ouais. C'est pas jouer, C'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, on a besoin du papa. D'accord? Et si le papa a déjà fait sa vie avec quelqu'un d'autre, dans les réunions de parents d'élèves, il faut qu'il vienne. Des fois, il faut que le papa aille avec la maman. Oui, le problème. Ah, ça c'est... Ah, ouais, le problème. Il y a tout ça. Ouais. Parce que votre papa part en stage. Mais comme les enfants sont très intelligents et malins, quand papa n'est pas là, on est là avec maman, on se débrouille, on fait ça avec maman. Mais quand papa est rentré, peut-être après un mois de stage, on fait comme si papa n'est pas là. Hein. Parce qu'on vient toutes, c'est maman. Ouais. Et moi, je disais, non, papa est là. Ok. Parce que papa, il faut que papa retrouve sa place. Parce que s'il perd sa place, vous aurez des problèmes. Et c'est pourquoi j'entends des gens dire, papa là n'a pas servi à rien, case là. Non. C'est parce que, ou il n'a pas cherché sa place, ou on ne le lui a pas donné, ou il n'a pas insisté pour l'avoir. Ça c'est dès le départ, ça. Dès le départ. Ok. Dès le départ. Et il y a eu le moment où des mamans, effectivement, on doit amener l'enfant à la crèche après 3 mois. Je trouve ça prématuré, mais bon, ça c'est moi. Il y a ensuite le moment où les enfants partent faire des études aussi. Comment, comme maman, on vit ça? Enfin, pas tous les enfants, mais dans notre cas, ça a été... Oh mon Dieu. Mais je pleurais, je pleurais. Quand vous partiez, je pleurais. Quand j'allais vous voir au retour, je pleurais dans l'avion pendant tout le trajet. Ouais. Parce que c'était un déchirement. Je me souviens que j'ai rencontré une collègue à mon retour qui était dans l'avion, mais je pleurais à chaudes larmes. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais il faut t'habituer. Elle dit, ouais, mais c'est facile à dire. Ah, ça, c'est... Si je suis comme moi, mais c'est pas évident. Et pourtant, je vous ai toujours dit que vous iriez voir ce qu'il y a à l'extérieur. Vous reviendriez si vous voulez. Mais vous n'allez pas rester là autour de votre nombril, il faut partir. Mais partir, c'est mourir un peu et c'est difficile, ça. Hein. J'ai dit, je ne le souhaite à aucune maman. Hein. Et quand je disais qu'à mon retour, je disais à moi, je n'avais pas envie de retourner. Quand je partais, je ne voulais pas revenir. Et je disais ça un jour à une collègue, elle me dit, elle avait des enfants en bas âge. Elle me dit, ah ouais, mais il faut penser au mari. Moi, je ne vais pas répondre. Hein. 10 ans après, elle revient, je vois son visage. Ouais. Je dis que si, hein. Elle me dit, ouais, je n'avais pas envie de retourner. Elle dit, il faut penser au papa. Ah oui, Il faut penser au papa. c'est ce qu'elle avait dit. Ah oui, il faut C'est ce penser au qu'elle papa. avait dit. Elle me dit, ma fille, je ne comprenais pas, mais c'est dur. On dit, ah. Et est-ce que, en tant que maman, avant d'arriver aux questions que j'ai, est-ce que, avec le recul, tu te dis que tu as fait des erreurs? On n'est pas parfait. Oui. Personne n'est parfait. J'ai fait des erreurs, c'est peut-être à vous de me dire. Mais quand je regarde le résultat, je dis, mais mon Dieu. Alors, on me disait souvent que j'avais de la chance. Parce que je ne vais jamais oublier que, quand j'étais en métropole, où on louait la maison là, et le monsieur m'avait dit, vous avez de la chance. Je me disais, non, c'est pas je disais, mais c'est pas de la chance que j'ai, c'est que les fondements ont été bons. La base a été bonne.
et que même à l'extérieur, il n'oublie pas. Et puis il y a une chose aussi, hein. Mais comme nous étions isolés, nous étions 4, nous étions liés, et même à l'extérieur, on se disait qu'on voulait pas, personne ne voulait faire de la peine à personne. Et je me souviens, une Noël, je disais à Yohan, je viens vous voir. Yohan m'a dit, non maman, nous sommes 2, reste avec papa, vous serez 2. Donc il y a des petits moments comme ça qui sont peut-être pas de grandes choses, mais on se dit quand même, on a réussi quelque chose. Et quand on a un fils qui a un caractère qui peut parfois être compliqué, on fait comment avec lui? Et c'est là que le papa entre en jeu. Ah, c'est le papa? C'est là que le papa entre en jeu. Parce que quand le papa sent, parce que effectivement c'est à ce moment-là que moi je me dis, bon Dieu, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur, parce que je voulais rien entendre. Je voulais rien entendre parce que j'étais carré sur ma position, mais je savais pourquoi j'étais carré aussi. Et un jour, je ne vais jamais oublier, ils vont me dire, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour que vous vous entendiez, toi et Cédric. Je lui ai dit quoi? Je ne suis pas la copine de Cédric, je suis la maman de Cédric. Alors Cédric va comprendre ce que je lui dis. Et il va s'adapter. Et c'est venu tout seul. Et je ne sais pas si tu te souviens, une fois quand je suis parti faire des études, tu m'as dit, tu me téléphones pas, et tu m'as dit, maman, tu sais, je pensais que tu ne m'aimais pas. Je lui ai dit, tu as bien vu que je me fichais royalement de ce que tu pensais. Ouais. Parce que c'était pour ton bien. Et si c'était à refaire? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Ah ben oui, mais si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changes? Est-ce que tu fais pareil? Est-ce que tu... je sais pas, si c'était à refaire, quand tu regardes le parcours, ton parcours de maman, tes sacrifices, est-ce que tu re-signes pour pareil, connaissant peut-être le résultat aujourd'hui, ou connaissant les souffrances qu'il y a eu, est-ce que tu te dis, ouais mais ça, on aurait quand même pu éviter ça? Est-ce que si c'était à refaire, tu te bats plus pour qu'on reste au judo? Est-ce que si c'était à refaire, qu'est-ce que tu... Mais je ne pouvais pas me battre. C'est que tu n'as pas encore compris. Ah, j'ai compris. Je ne pouvais pas me battre. Je connais la maladie du foot. Le football, c'est un cancer. Je suis contaminé, donc... Le papa est contaminé. Et moi, je dis que je n'ai pas quand même été assez vigilante. Parce que quand vous étiez dans la cour en train de faire des jongleries, des trucs comme ça, je ne me suis pas préoccupée de ça. Je me suis dit, mais ils font du judo, ils peuvent faire des jongleries. Mais je ne savais pas qu'ils préparaient quelque chose, que vous prépariez quelque chose. Ouais, bon. Je ne savais pas. Ouais. Et je peux vous assurer d'une chose, que ça a été la douche froide, quand vous m'avez dit ça. Et j'ai dit... Ouais. Donc si c'était à refaire, tu signes... Mais je n'aurais pas pu ne pas faire. Oui, mais pas forcément pour le foot, mais le parcours d'une manière générale. Est-ce que tu signes pareil ou est-ce qu'il y a des choses que tu changes ou tu te dis, voilà. Il y a une seule chose que je voulais faire, que je n'ai pas pu faire, c'est partir avec vous à l'étranger et revenir. Donc, à l'étranger, pas en France. Qui en France, qui n'est pas... Ah, ok. Qui en France, particulièrement en France. Parce que pour moi, en France, il n'y avait plus d'ouverture. Il y avait beaucoup plus d'ouverture. Mais comme... Enfin, oui et non. Hein, parce que votre père est sédentaire, mais moi, je suis nomade. Ouais. Et là, il faut faire des concessions. Lui, il ne voulait pas. Donc, parce que quand Yohan a eu son bac à 17 ans, je lui ai dit, partons. Allons là-bas, tu pourras toi aussi t'épanouir. Et quand tu reviendras, tu seras vu de notre œil. Il n'a pas voulu, donc je ne peux pas non plus briser une famille pour partir. Ouais. Et comme moi j'avais promis une famille, je ne pouvais pas briser ça. Mais c'est le seul regret que j'aurais pu avoir, mais je n'en ai pas non plus. Parce que le résultat est trop beau. Et alors moi j'ai une question. Alors vraiment, ça c'est un bug que mon système a, je ne comprends pas. Et là tu vas me répondre devant un témoin parce que là je ne comprends pas. Comment, c'est vrai pour le papa aussi, hein, comment une maman carrée, rigide, carrée sur ses principes,
la même personne qui n'est ni Alzheimer, qui ne souffre d'aucune maladie, la même personne qui est machin, qui a toute sa tête, ce qui n'est pas grabataire, la même personne qui est toujours pareil, qui est toujours carré. Comment elle peut devenir la maman carrée qui rigole pas en réunion par un professeur, comment elle peut devenir mamie gâteau et gaga? Ben oui. C'est quoi ça? Comment ça? C'est possible? Mais il y a un problème. Je veux dire, on peut pas éduquer des gens d'une façon, et après, c'est violent, ça crée un bug, je suis désolé. Comment ça s'explique ça? L'éducation vous revient à vous. Oui, d'accord, oui. Moi, mais il faut nous aider. Moi, je suis là, on t'aide assez parce que... c'est pas comme ça, je ne parlais pas de ça. Je veux te dire quelque chose, je ne suis pas d'accord avec toi. Attends. Aël, c'est un enfant bien éduqué, c'est un enfant qui se comporte bien, qui est adorable. J'ai pas dit que papi et mamie ne sont pas présents. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse à Aël? Ce que je dis, c'est que certaines choses ont été carrées, là... Bizarrement, il y a plus de psychologie qui se développe. Oui, mais quoi, par exemple? Il faut lui parler, il faut pas machin. Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça à l'époque. Non, il y avait ça. C'était pas pareil. Non, mais c'était pas pareil, mais il y avait ça. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, Cédric. Nous vivons dans un monde là maintenant, c'est un monde fou. Bon, elle est arrivée, elle, c'est notre premier petit enfant. Nous ne sommes pas là. Bien qu'on le fait, hein, pour l'éducation à elle, on est là pour gâter à elle, pour comprendre à elle, pour être pour elle, pour le juger à elle, pour chouchouter à elle. On est là pour ça, c'est notre rôle. Bon, c'est vrai que quand on dit tu parles de gâteau, je ne pense pas que ce soit moi. Oh, mais non. Moi, on est honnête dans ce podcast-là, on est honnête. En me regardant, elle réagit autrement. Oh là là, mon Dieu. Oui, mais... on va créer un montage, hein. Vous êtes parce que là, non. Nous sommes là pour vous aider, mais nous ne sommes pas là pour prendre votre place. Ma question, c'est ça. Comment, sans prendre la place, on devient, on passe de maman carrée à mamie. Oui. Tu dis maman? Mamie, oui, mais mamie ronde. Comment on passe de carré? À quel moment les quatre côtés se sont... À quel moment les angles Non, le cercle est autour du carré, là. Le cercle est autour du carré? Oui, le cercle est autour du carré. Tu refuses de voir ça, mais le cercle est autour du carré. C'est bizarre, je vois que le cercle. Il n'y a pas de carré. Ah, ben voilà. Donc le cercle englobe le carré. Mais tu estimes que... Non, mais c'est pas que vous. Hein. Il y a plusieurs parents à qui on parle, ils disent, mais ils font le même constat, qu'une fois que papa et maman, qui étaient carrés, raides, machin, c'est plus la même chose. Nous sommes les grands-parents. Ah, vous êtes les grands-parents. Les grands-parents. Par contre, ça, vous n'avez pas eu de difficulté à le devenir. Non. C'est devenu très facile. Alors moi, je reviens vers toi. Es-tu content ou pas du carré? De quoi on parle, en fait? Attends. De quoi on parle? Est-ce que tu es satisfait du carré? Mais de quoi parles-tu? Mais je te parle de toi. Est-ce que tu es content du carré? De quel carré tu parles? On parlait de papi et mamie, tu me parles de carré. Est-ce que je suis content de l'éducation que j'ai reçue? Oui. Mais j'ai pas de souci avec ça. Eh ben alors. Transmets. Mais ma question... C'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de souci. Mais ma question, justement, sachant que si elle est si bonne, cette éducation-là, il n'y a pas de souci. Pourquoi de papa, on devient papi gâteau, mamie gâteau? Mais c'est notre rôle. Mais attends. Mais c'est notre rôle. Nous ne sommes pas des parents. Je dis pas qu'il faut pas gâter. Nous sommes là pour le chouchouter, le reprendre quand vraiment ça dépasse. Le reprendre l'enfant quand vraiment ça dépasse. Mais quand un enfant fait quelque chose, je lui dis, et que l'enfant vient et vous dit, mais non, c'est pas exprès, hein? Ah ben écoute, tu peux être carré. Hein. Mais le même enfant, ouais, enfin d'accord. Bon, je vais pas tu peux pas. Je vais pas te gagner, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, en tant que maman, ton plus beau souvenir, c'est quoi? La naissance de mes enfants. J'ai pas compris. La naissance de mes enfants. Ah oui? Oui. La naissance de mes enfants. Ça a été mon premier bonheur. Parce que je ne connaissais pas le bonheur avant. Ça a été mon premier bonheur. C'est la naissance de mes enfants, oui. Et on sent quoi? Pardon? On sent quoi? C'est quoi? Eh bien,
On sent quoi? Non, on est content, on a mis au monde un enfant, on est responsable d'un enfant. Et La veille de l'accouchement, parce que moi je sais que, en tant que papa, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant. Il y a un enfant qui va arriver, je ne l'ai jamais vu, j'ai plus de 40 ans, et ça va être la personne la plus importante de ma vie. Oui. Est-ce qu'en tant que maman, on a ce sentiment-là, ou est-ce que le fait qu'il soit dans le ventre, il y a déjà quelque chose... Il y a un lien. Il y a un lien, mais à ce moment-là, parce que quand vous êtes enceinte, quand vous avez mangé, l'enfant a mangé, quand vous avez bu, l'enfant a bu, quand vous sortez, l'enfant sort. Pardon. Et puis, vous avez une responsabilité. Là, votre responsabilité commence. Et c'est une joie, mais enfin, vous vous posez la question aussi, serais-je à la hauteur? Serais-je à la hauteur parce que vous avez ce petit bout de chou qui est là, qui est innocent, qui ne comprend pas, et vous êtes responsable de cet enfant. Et vous devez tout faire pour que cet enfant soit heureux. Ouais. Et que cet enfant soit en bonne santé. Donc, vous vous posez beaucoup de questions et vous vous dites, au boulot, ça commence là. Ouais. Et ça commence vraiment là parce que les réveils à 3 h du matin commencent. On s'habitue. Et les petites fièvres approchent, arrivent, on s'inquiète. Là, on commence à être vraiment maman et papa. Ouais. Et après, on s'habitue. Et c'est vraiment... Est-ce qu'avec le temps, le poids de cette responsabilité-là en tant que maman, quand les gens deviennent grands, est-ce que ça disparaît, ça diminue, ou est-ce que ça ne change absolument pas? On est maman à vie. Oui, on est d'accord, parents à vie. ça on le sait, mais est-ce que, je sais pas, l'inquiétude qu'on avait avant, est-ce que, voilà, maintenant qu'il y a petit-fils, est-ce que... Non, mais c'est pareil parce que on veut de vos nouvelles tous les jours. On ne veut pas non plus que vous soyez dans un coin et que vous oubliez que nous sommes là, non pas pour nous. Quand vous avez des problèmes, il faut venir pour nous parler. Quand vous êtes heureux, pour nous parler. Quand vous êtes heureux, nous sommes heureux. Quand vous êtes malheureux, nous sommes malheureux. C'est la vie de famille. C'est maman et c'est papa. Quand vous souriez, quand vous êtes content, on est content. Mais quand vous avez des problèmes aussi, on a les mêmes problèmes. Hein. Parce que je vais te faire une confidence. Hein. Quand vous allez avoir un problème, des fois un problème qui sera sérieux, hein, des fois j'ai mal au ventre. Ah ouais? J'ai mal au ventre, et je n'ai rien mangé, je ne vais pas à la selle, non. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Toujours? Oui, oui. Et c'est pourquoi je dis, on n'a jamais dit à qui que ce soit qu'on serait maman à vie, mais on est maman à vie. Ouais. Parce qu'on pense que peut-être que vous dites, nous, quand on avait commencé à travailler, on prenait notre liberté. Mais quand même, les parents étaient là quand même à vie. Hein. Mais c'est à ce moment-là, on vous rend compte que vous êtes maman à vie. Et en général, surtout les garçons sont très proches de leur mère. Pourquoi t'as pas une fille? Est-ce que je l'ai souhaité vraiment? Je ne sais pas. Ah ouais? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai vraiment souhaité. Parce que quand j'étais enceinte de 3, le docteur Massengo m'a dit, je ne vois rien en faveur d'une fille. De 2 garçons. Mais j'étais passé dans un magasin, j'avais vu un petit bloomer violet, je l'ai acheté. Ouais. Au fond de moi-même, hein, je préfère les garçons. Okay. Je préfère les petits garçons. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère les petits garçons. C'est l'affinité qui est... Oui, je préfère les garçons. Parce qu'un petit garçon n'ira jamais se coucher sans fâché avec sa maman. Oui, parce que c'est maman aussi, c'est ça, ouais. Mais une fille, certaines filles, c'est pas pareil. Ah oui, c'est sûr que ça peut être... Les filles, c'est pas pareil. Ah, ça boude. Ouais. Ah, ça boude. Mais un garçon, c'est ah, maman. Mais toi-même, si je t'engueule à la maison, tu es venu, en partant, tu me dis, ah, l'enregistrement doit marcher. Expérience vécue, en fait. Pardon? Bouder, c'est expérience vécue. Ah, ben oui. Ben, et tu avais quel rapport avec ta maman? Pardon? Tu avais quel rapport avec ta maman? Et j'avais promis à mes enfants qu'ils n'aient pas peur de moi. J'avais peur de ma mère. J'avais peur de parler à ma mère. Parce que ma mère n'avait pas
c'est en grandissant que j'ai commencé à faire confiance à ma mère, à parler à ma mère. Mais n'avait pas mis entre nous cette relation. C'était pas à la même époque aussi. C'est parce que moi, j'étais une enfant naturelle et elle avait peur qu'on dise qu'elle m'aime, c'est parce qu'elle aimait mon papa. Ok. D'accord? Moi, je comprends tout, hein. J'ai toujours dit que j'avais expliqué tout. J'ai essayé de comprendre tout. Et elle ne voulait pas elle ne voulait pas que les gens disent que elle-même, c'est parce qu'elle aimait mon papa. Ouais. D'accord? Donc, je boudais. Et puis, j'ai toujours dit quelque chose. Hein. Et j'ai jamais compris certaines réactions. Pourtant, je l'avais comme ma mère, parce que mon père, c'était pas quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Tu pouvais compter sur lui si elle a eu demandé un argent, j'aimerais donner, mais pour dire que c'est quelqu'un qui... Non. Et lui aussi, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Ouais. Parce que lui, sa mère est morte tôt. Ok. Donc, il Et avait c'est son pas papa qui l'a élevé. la fibre. Ouais. Voilà. Ok. Donc, mais j'ai toujours, et pourtant je l'avais comme ma mère, mais j'ai toujours dit à maman ce que je pensais. Et pourtant j'avais peur d'elle. Hein. Et c'est pourquoi je dis qu'une fille est dangereuse. Ah. J'ai toujours dit, tout en la respectant, je lui ai toujours dit ce que je pensais et ce que je n'appréciais pas. Et elle n'aimait pas ça en moi. Ok. D'accord. Qu'est-ce que ces jours de fête des mères, hein, on est le 31 mai, quel message tu aurais envie d'envoyer aux mamans, aux jeunes mamans qui peuvent être dans des moments, qui peuvent vivre des moments difficiles parfois? Quel message tu aurais, toi en tant que maman, tu aurais pu leur envoyer? Protégez vos enfants. Rapprochez-vous de vos enfants. Ne faites confiance à personne avec vos enfants. Et ayez une relation saine, franche avec vos enfants. Et surtout, ne faites confiance à personne. Vous ne savez pas qui est pervers. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas confiance à personne. Ça, c'est les jeunes mamans, ça? C'est pour les jeunes mamans. Surtout maintenant où les jeunes mamans ont tendance à dire oui, je l'ai envoyé en soirée pyjama. Soirée pyjama? Non. Alors, non. Évitez ce genre de choses. Bon, si c'est vous qui organisez la soirée pyjama, il n'y a aucun problème. Oui, c'est forcément. Mais vous voyez des enfants en soirée pyjama, non. Et je te parle là, mais j'ai toujours parlé, même à mes élèves, je leur disais ça. Il faut que les mamans fassent attention à leurs enfants. Et être maman, ça t'a aidé à être une bonne enseignante? Oui, parce que j'ai été enseignante, mais maman en même temps. Et je ne le savais pas, hein, parce que tous les élèves que je rencontre me disent, Mme Centime, enfin, la majeure partie, il y en a quand même qui ne me supportaient pas. Il ne faut pas rêver non plus. Pas plaire à tout le monde. Oui, non, mais ils me disaient, Mme Centime, tu as été une maman, tu as été aussi une maman. Parce que j'ai rencontré une petite avec le jour à l'idée au Prince. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je suis assistante sociale libérale. Je lui ai dit, mais sérieusement, t'es du réseau. Parce que je ne jouais pas. Hein. Ouais. J'aimais beaucoup mes élèves. Mais je parlais franchement à mes élèves. J'éduquais mes élèves. Et je voulais que tous les enfants réussissent. Je leur disais, mais mes enfants ont réussi, c'est pas par la chance. Hein. Vous pouvez aussi réussir. C'est pas écrit que vous pouvez. Tout le monde peut réussir. Et ça fait plaisir quand vous êtes quelque part, quand vous voyez. Puis il me dit oui. Est-ce que tout le monde peut réussir? J'entends, mais je me pose la question, effectivement, moi, si j'étais né, je ne sais pas, dans une favela au Brésil, où ça mitraillait à chaque seconde, chaque coin de rue, est-ce que quelque part, c'est pas aussi le cocon qui aide à réussir aussi? Est-ce que si j'étais parti d'autre part, j'aurais eu le même parcours? Je me pose la question, est-ce que c'est... Mais ça dépend des parents. Mais dans une favela au Brésil, c'est compliqué quand même. Non, mais si tu as tes enfants, tu éduques tes enfants, je ne vois pas comment, même si tu es en favela, tu ne peux pas éduquer un enfant. Comment tu peux m'expliquer qu'un enfant de 12 ans, 13 ans est dans la rue? Il y a une manière d'éduquer un enfant. Si vous sortez, vous enfermez l'enfant dans une maison, c'est normal que l'enfant soit dans la rue.
Mais si où vous passez, vous êtes avec votre enfant, vous faites des activités avec vos enfants, si vous parlez à votre enfant, si vous emmenez votre enfant à la bibliothèque, si vous sortez, mais vous pouvez pas, vous pouvez sauver votre enfant. Mais si vous le lâchez, qu'est-ce que vous voulez que l'enfant fasse? Parce que déjà, vous avez un enfant, par exemple, je prends le cas d'Aël. Je vois que depuis qu'Aël est à l'école, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que le contact avec les autres change les enfants. Oui. Parce que l'enfant est dans un cocon familial, mais il y a d'autres influences autour de l'enfant. Donc, il faut être véatif. Il faut bien surveiller, regarder. Puis il dit non, parce que quand tu lui donnes à manger, il mange bien avec sa cuillère, tu vois qu'il met sa main, tu dis non. Non. Tu prends ta cuillère. Je ne sais pas comment. Hein. Ouais, moi, des fois, je me dis, j'aurais bien aimé comme l'âge d'une favela à mes enfants, quand ils étaient petits. Oula. Pour voir ce que ça aurait donné, parce que je ne sais pas. Peut-être que j'avais pas envie. Ça ne m'intéresse absolument pas du tout. Donc voilà. On arrive au moment de ce podcast où, effectivement, je fais un peu la roulette russe. Donc il y a une carte à côté de toi. Tu vas la prendre et tu vas regarder ce que dit la carte et tu vas nous la montrer. C'est quoi la carte? Ouh là. C'est quoi? Voilà. Montre la carte. L'aigle royal. Bon, l'aigle royal, ça te parle? Non. Ça te parle, l'aigle royal? Moi, la manière dont je vois l'aigle là, ça veut dire que l'aigle, il va protéger. C'est pas faux. Il va gérer. Alors je vais lire pour toi. Bon, mais je pense qu'on tombe encore une fois juste. Bon, écoutez, vous avez remarqué, hein, ça fait le 16e épisode, on tombe juste à chaque fois. Bon, ça commence à ne plus ressembler à un hasard. Alors, si vous tirez cette carte, c'est que vous devez prendre du recul, bien analyser la situation qui vous inquiète. Cette carte vous invite à ne pas prendre de décision hâtive, ni sur le coup de la colère, ni sur celui de l'impatience. Elle vous propose d'adopter l'attitude royale de l'aigle. Élevez-vous dans des cieux plus propices pour observer la scène qui se joue en dessous. Le rapace a une vision précise et sait cibler avec acuité sa proie. Il ne laisse transparaître aucune inquiétude et choisit le bon moment pour fondre sur sa victime. Il en est de même pour vous. Sachez que le temps n'est peut-être pas encore venu pour vous de tenter cette entreprise. Prenez donc de la hauteur. Sachez attendre votre heure. Avec calme et confiance, elle vient toujours à qui sait attendre. Rien ne presse, le temps joue pour vous. L'univers est votre meilleur allié. Et oui, vous êtes comme l'aigle, vous êtes royal. Ça te parle? Oui, très, c'est moi. Parce que je dis tous les jours, je vais nourrir un cochon 30 ans pour une personne. Même si quand je te donne le petit cochon, tu ne peux pas manger la viande, c'est ton problème, mais c'est pour toi que je l'avais nourri, je te le donne. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que je sois en bonne santé, pour que je voie mon petit-fils grandir. Je demande au bon Dieu tous les jours, je lui dis, je sais, je suis né, je dois mourir. Mais je veux mourir, il faut qu'elle ait 20 ans. Allez, 20 ans pour que j'ai le temps d'inculquer pas mal de trucs à elle, que j'ai le temps de lui parler, de le préserver. Parce que déjà, si le bon Dieu a fait qu'il me ressemble, c'est pas par hasard. Et je veux qu'elle soit quelqu'un de super. Merci, maman. Merci à toi, Chaton. Honoré d'avoir pu recevoir ma maman dans ce podcast. C'est vraiment un mouvement très émouvant. Voilà, c'est ça, les belles rencontres. On a des spéciales. Et oui, bonne fête encore à toutes les mamans. Merci de nous suivre. Merci de votre fidélité. Partagez, faites partager, likez, parlez des belles rencontres. C'est ce qu'il y a de plus beau qui nous unit. Les parcours rayonnants. Et puis, Spotify, Apple Podcast, YouTube, un petit like. Aidez-nous à faire rayonner des belles choses. Et encore une fois, bonne fête à toutes les mamans.